Moi, je m'appelle Aurélien Madouas, oui, je suis enseignant-chercheur à Oniris, à Nantes, qui est une école où on forme des vétérinaires, et je suis aussi, pour mes activités de recherche, rattaché à une unité de recherche qui s'appelle BioEpar. Moi, je vais compléter, prolonger ce qu'a dit Céline, à travers l'exemple d'une application, enfin, ou d'un projet de recherche sur la surveillance syndromique pour la détection précoce de maladies émergentes. Alors, ouais, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une maladie émergente? Alors, j'ai juste, pour bien fixer de quoi on parle, extrait une petite définition donnée par l'OIE, et donc ils définissent comme maladie émergente une nouvelle apparition chez un animal d'une maladie, d'une infection ou d'une infestation qui a des répercussions significatives sur la santé animale ou humaine. Et alors, il y a plusieurs causes à ça, donc c'est soit la modification d'un agent pathogène connu, ou sa propagation à une nouvelle aire géographique. Donc là, l'exemple actuel, c'est la peste porcine africaine qui n'arrête pas d'émerger dans plein de pays, euh, ou à une nouvelle espèce, ou d'un agent pathogène qui n'était pas identifié antérieurement, ou d'une maladie diagnostiquée pour la première fois. Donc c'est un truc qui n'était pas là avant, et puis qui va apparaître à un endroit. Et alors, il y a eu plein d'exemples récents qui font que c'est quand même quelque chose dont il faut se préoccuper. Donc, chez les humains, il y a eu le virus du sida, Ebola, pas mal de coronavirus aussi. Et puis là, on pourrait rajouter le virus de la variole du singe à la liste. Donc chez les porcs, il y a la peste porcine africaine. Les volailles, il y a l'influenza aviaire qui est pareil, une maladie connue mais qui émerge régulièrement. Et puis chez les bovins, il y a eu tout un tas d'exemples qui sont plus ou moins bien connus. Bon, le plus ancien et le plus médiatique, c'était sans doute l'ESB. Un autre un peu moins connu, mais sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années, c'était la pancytopénie néonatale bovine. Donc la fièvre catarrhale ovine dont je vais parler tout de suite, et puis aussi l'infection par le virus de Schmallenberg. Donc les bovins, c'est aussi une espèce intéressante pour l'étude de ces maladies émergentes et de la mise au point de dispositifs de détection précoce. Alors donc on considère qu'il y a un risque augmenté, donc une augmentation restante du risque d'émergence, et à cela il y a plusieurs causes, donc qui sont toutes d'origine, enfin, ou pour la plupart d'origine humaine. Et une grosse raison pour une maladie d'émerger, en fait, ça va être la mise en contact d'espèces soit domestiques ou humaines avec des espèces sauvages, dans lesquelles il y a plein de pathogènes qui sont présents, qui vont rendre les animaux malades ou pas. Mais quand on va mettre en contact des espèces sauvages avec nos espèces domestiques ou avec des humains, et on va avoir parfois des passages d'agents pathogènes avec des conséquences plus ou moins graves, quoi. Donc, par exemple, la déforestation ou la chasse vont favoriser les émergences. Les changements de pratiques agricoles aussi, ça peut conduire à des émergences. Un exemple assez bien connu, c'est celui de l'émergence du virus Nipah, où en se mettant à cultiver, je ne sais plus quel fruit, les humains avaient favorisé des contacts entre une espèce de chauve-souris et des porcs, et qui indirectement avait provoqué euh, l'émergence de ce virus chez l'humain et causé pas mal de morts. Alors ensuite, il y a le changement climatique, qui est sans doute une des choses ouais, très préoccupantes du moment, et qui, parmi ses conséquences, peut provoquer des changements des aires de répartition des vecteurs de maladies. Donc chez les humains, je pense qu'on a assez peur de virus tels que la dengue ou le virus du chikungunya, qui pourrait être assez embêtant. Et puis on a vu il y a quelques années l'émergence du Zika aussi en Amérique du Sud. Alors après, il y a des pratiques aussi qui peut-être nous concernent plus directement, comme l'intensification de l'élevage, parce que en augmentant les densités animales, on augmente aussi le- potentiellement le nombre de pathogènes, enfin, ou d'individus infectés, et donc l'émergence d'un variant potentiellement dangereux, soit pour l'espèce animale, comme c'est le cas pour l'influenza aviaire, ou pour les humains. Et puis enfin, les échanges internationaux en favorisant les mouvements d'animaux vivants et de leurs pathogènes ou de vecteurs peuvent aussi favoriser les émergences. Donc voilà, donc tout ça c'était pour dire que c'est quand même quelque chose qui est important qu'on peut vouloir détecter, quoi. Et donc les enjeux autour de la détection des maladies émergentes, donc j'en ai listé trois. Donc le premier enjeu, c'est la précocité de la détection. Donc en gros, si une maladie elle est grave, elle finira par être détectée, quoi, que ce soit le Covid, ou n'importe quelle maladie. Et donc l'enjeu, c'est pas trop de détecter parce que finalement on y arrivera, mais c'est plutôt de détecter le plus vite possible
pour à la fois faciliter le contrôle de la propagation, et puis par là, limiter l'ampleur des conséquences. Alors ensuite, un autre enjeu, c'est une détection qui ne soit pas trop spécifique. Et la raison à ça, c'est que souvent, on ne sait pas ce qui va émerger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rechercher toujours un agent pathogène précis, sauf dans le cas de l'influenza aviaire, par exemple, mais dans plein de cas, on ne sait pas ce qu'on doit trouver. Et donc, on veut une détection qui ne soit pas spécifique. Et donc, cette détection non spécifique, elle va forcément reposer sur la détection de signaux qui sont anormaux, qui sont associés à la maladie émergente, mais qui ne sont pas nécessairement le pathogène. Et puis ensuite, comme l'a bien souligné Céline dans l'intervention précédente, c'est que les signaux détectés, ils devront être analysés pour préciser la cause. Et enfin, le troisième enjeu, c'est, alors là, un peu en contradiction avec ce que je viens de dire, une détection spécifique, parce que la détection d'une anomalie, elle va donner lieu à des investigations, et ces investigations, elles vont être coûteuses, et puis elles peuvent aussi entraîner une démotivation des acteurs si on va rechercher des causes à par exemple des fluctuations d'indicateurs qui ne sont pas associés à un événement d'intérêt. Donc on veut une détection qui ne soit pas spécifique pour détecter des choses qu'on n'aurait pas anticipées vraiment, mais on veut quand même que ce soit un peu spécifique pour pas se retrouver à gérer plein de fausses alertes. Alors la surveillance syndromique, là-dedans, qu'est-ce que c'est? Alors c'est défini comme étant la collecte, l'analyse et l'interprétation en temps quasi réel de données pour la détection précoce de troubles de santé. Alors l'objectif, c'est de détecter des signaux qui sont associés à la maladie et qui n'en soient pas trop spécifiques car on ne sait pas forcément ce qu'on cherche. Et par contre, qu'ils soient suffisamment spécifiques pour éviter un nombre trop élevé de fausses alertes. Alors quand on va concevoir un dispositif de surveillance syndromique, il va y avoir différentes étapes. Donc, même si on ne sait pas ce qu'on veut détecter, il faut quand même qu'on fasse des hypothèses sur le type de maladies qui vont émerger et puis surtout sur leurs conséquences pour savoir quelles données on va aller regarder et puis quels indicateurs on va analyser. Donc, une fois qu'on a des hypothèses, on va pouvoir identifier des sources de données. Et puis, à partir de ces données, on va construire des indicateurs qu'on va analyser pour détecter les anomalies éventuelles. Et puis, nous, ce qu'on a fait dans le cadre d'un projet de recherche, ce qui n'est pas forcément toujours possible, mais on va évaluer le dispositif sur des données qui soient soit réelles, soit simulées. Alors, donc là, je vais vous parler un peu plus précisément d'un dispositif de surveillance syndromique qu'on avait testé dans l'unité de recherche pour l'appliquer à la détection de l'émergence de maladies à transmission vectorielle chez les bovins laitiers. Alors, donc c'est un projet qu'on a conduit à l'unité de recherche Bioépar, donc sur 2011-2012. Et là, ce qu'on avait fait, c'est on avait évalué les données à la fois de production laitière et de reproduction pour la détection de maladies à transmission vectorielle émergente chez les bovins laitiers. Et on a eu la chance, quelque part, pour le projet de recherche, même si on ne peut pas parler de chance pour la filière, mais qu'on avait des données assez exhaustives qui avaient été collectées pendant l'émergence de la fièvre catarrhale ovine, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une maladie qui touche les bovins et qui avait été, étant donné qu'elle était anticipée, en fait, son émergence en France avait été suivie de manière assez précise et on avait des données sur sa progression en temps réel. Donc l'objectif du projet de recherche, c'était de construire des indicateurs à partir de données qui étaient collectées en routine, exactement comme ce qu'a présenté Céline sur la plateforme. Et puis, on avait aussi évalué différentes méthodes pour la détection d'émergence. Du coup, on pouvait calibrer ces méthodes sur l'émergence de la FCO. Alors voilà, donc juste une petite carte qui retrace la progression du virus de la FCO lors de son émergence en 2007. Donc c'est un virus qui avait émergé dans d'autres pays européens en 2006. Et puis il y avait eu quelques cas déjà en France en 2006. Et donc il était assez attendu en France en 2007. Et il y avait un dispositif de surveillance qui permettait de détecter très vite sur la base de sérologie, soit sur des troupeaux sentinelles, soit suite à des cas cliniques. Et donc, voilà, cette carte, elle retrace l'évolution, la progression du virus de septembre 2007 à octobre 2008 sur tout le territoire français. Et donc, vous voyez que ça avait été quand même assez vite. En 2 mois,
le virus touchait une grande partie nord du pays. Alors là, c'est sur les cas cliniques, mais en fait, les premières détections de virus, il me semble qu'elles dataient de juillet ou de août. Alors voilà, donc si on a une infection virale émergente, bah, la première question qu'on va se poser, c'est quelles seraient les conséquences possibles. Donc, il va y avoir des signes cliniques divers, des mortalités, et nous, ce sur quoi on s'est focalisé sur ce projet de recherche, ce sont des baisses de production, donc principalement la production laitière, et puis l'impact sur la reproduction en se disant que si vous avez une maladie qui touche un petit peu les animaux, bah, qui provoque de la fièvre ou des symptômes assez importants, bah, vous pouvez avoir de l'infertilité et des avortements. Donc ça, c'était les hypothèses sur lesquelles on voulait travailler. Et les sources de données qu'on a utilisées, donc il y en a de nombreuses qui sont collectées en routine chez les bovins, vous devez le savoir, et des sources pertinentes pour ce type d'analyse, donc ce serait les mouvements, donc naissance, transaction, mortalité. Donc ça, c'est ce qui est notamment utilisé dans le dispositif OMAR de la plateforme d'épidémiosurveillance. Et puis nous, plus spécifiquement, donc on avait travaillé sur la reproduction en utilisant des données d'insémination artificielle et puis sur les productions laitières via le contrôle laitier, donc pour lequel on a des productions et compositions du lait au niveau vache une fois par mois dans tous les élevages participants. Et puis à l'époque, ça représentait, je crois que c'était 60% des troupeaux à l'époque, des troupeaux laitiers, et puis à peu près 85% des vaches, parce que les vaches, il y avait, enfin, les élevages au troupeau, au contrôle laitier étaient plus gros que les élevages qui n'y étaient pas. Voilà. Alors, donc là, je vais faire un petit focus sur la reproduction parce que c'était les indicateurs qui avaient le mieux marché pour la détection de la FCO. Et donc, dans cette petite boîte, ici, vous avez les hypothèses biologiques qu'on pouvait formuler. Et donc, qu'on pouvait formuler. Et là, vous avez la traduction de ces hypothèses biologiques en indicateurs. Donc, sur cette première boîte, là, vous avez donc pour le projet, on avait toutes les données de vélage et d'insémination artificielle pour tous les bovins laitiers au contrôle, pardon, pour tous les bovins laitiers en insémination artificielle en France, donc ce qui représentait une grande proportion des troupeaux. Et ici, vous avez la distribution des intervalles entre donc première insémination artificielle et une seconde insémination artificielle si la première n'avait pas marché. Donc ça, c'est la distribution attendue des données qu'on a modélisée sur une période historique. Et donc cette distribution, elle nous a permis de construire donc 3 indicateurs qui mesuraient des phénomènes biologiques différents. Et ensuite, on avait un autre jeu d'indicateurs qui évaluait la survenue d'avortements et quelque chose qu'on avait regardé un petit peu par hasard, et qui étaient des gestations un peu plus courtes qu'attendues. Donc entre les percentiles 1 et les percentiles 25 de la durée normale des gestations. Donc c'est des gestations de durée à peu près normales, mais qui sont quand même dans l'intervalle court des durées de gestation. Et donc ces durées de gestation, on les a en prenant l'intervalle entre la dernière date d'insémination artificielle connue et la date du vélage observé. Donc voilà, donc on était parti de nos hypothèses et à partir de ces hypothèses, on avait construit 5 indicateurs basés soit sur les intervalles entre insémination artificielle consécutive, soit entre la dernière insémination artificielle et la date du vélage qui donne une durée de gestation. Voilà. Et donc, pour chaque indicateur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé une valeur hebdomadaire par département. Et puis, on a modélisé, donc on avait un modèle statistique de la valeur attendue sur une période historique, donc avec une méthode assez traditionnelle de régression. Et donc, on a calibré ces modèles sur une période historique sur laquelle on savait qu'il n'y avait pas d'émergence. Et puis, sur les semaines où autour de l'émergence de la FCO, si vous voulez, on a regardé comment se distribuaient les écarts entre les valeurs observées et les valeurs attendues. Et pour détecter des anomalies, on a cumulé les différences entre valeurs observées et valeurs attendues, donc attendues, c'est-à-dire modélisées sur la période historique. Voilà, et puis en utilisant un seuil, eh bien, on peut produire des alertes. Donc s'il y a un excès, par exemple, d'avortement, on se dit que quelque chose d'anormal se passe, et quand l'excès d'avortement dépasse un certain seuil, on émet une alarme. Donc voilà, et donc sur la reproduction, donc là je vous présente l'indicateur gestation courte, donc les gestations
de durée normale, mais un peu plus sur la tranche un petit peu basse. Et ici, en gris, vous avez la période sur laquelle on a eu des cas de FCO notifiés. D'accord? Et donc, l'idée, c'était, on a utilisé la période historique pour estimer notre modèle. Ça nous donne une courbe noire, donc qui sont les valeurs attendues, avec ici la courbe pointillée, une espèce de borne supérieure de l'intervalle de confiance. Et ici, en gris, vous avez les valeurs observées. Vous voyez que lors de l'émergence de la fièvre catarrhale ovine, eh ben, vous avez un excès de gestation courte. Donc, si on n'avait pas su qu'il y avait la FCO, eh ben, on aurait conclu que quelque chose d'anormal se passait et on aurait pu conduire des investigations supplémentaires. Alors là, il se trouve qu'on le savait parce que la maladie avait émergé dans d'autres pays avant, donc elle était attendue. Voilà. Et donc on avait refait, on avait appliqué la démarche pour tout un tas d'indicateurs. Donc ici, je vous les présente juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc on voit que donc ici vous avez les vélages prématurés, bah, il y avait aussi un excès, mais c'était pas aussi marqué que ce qu'il y avait pour les gestations courtes. Et puis il y avait d'autres indicateurs qui montraient moins des changements moins marqués lors de l'émergence. Donc voilà, donc ça c'était pour les indicateurs de reproduction. Et sur la production laitière, donc là je vous passe les détails, on avait appliqué une démarche un petit peu différente, avec une détection par contre ici de baisse de production laitière localisée. Donc on avait un algorithme, donc une statistique de balayage qui permettait d'identifier des zones avec des productions laitières anormalement faibles. Et vous voyez que donc, à la 9e semaine après le premier cas notifié, on avait des productions laitières plus faibles qu'attendues sur la zone d'émergence. Donc c'était aussi un indicateur qui aurait pu être intéressant. Son inconvénient, c'était quand même qu'on avait beaucoup de fausses alertes et que c'était pas c'était moins intéressant pour une application routine. Voilà. Et donc sur ces aspects, donc une dernière diapositive pour dire que ces indicateurs, on les avait ensuite appliqués donc ici aux Pays-Bas, à des données des Pays-Bas, pour la détection du virus de la fièvre catarrhale ovine. On voyait qu'il marchait aussi aux Pays-Bas. Et on les avait appliqués donc à la fois pour l'émergence de la fièvre catarrhale ovine, ici la première barre grise, et ensuite pour la détection du virus de Schmallenberg, qui est un virus qui avait émergé donc, en 2011. Et pour le coup, là, ce virus, il était totalement inconnu avant son émergence. Et donc, là, la démarche syndromique avait vraiment une valeur ajoutée intéressante. Voilà, donc ça, c'était pour vous présenter brièvement ce qu'on avait fait sur le sujet. Et puis, j'ai 3 diapositives de bilan sur déjà l'intérêt de la surveillance syndromique. Donc, c'est une approche qui est intéressante pour détecter des phénomènes anormaux lorsqu'on ne sait pas précisément ce que l'on cherche. Et puis, si le système il est bien conçu, donc par exemple, comme c'est le cas dans la plateforme ESA, là, bah, la remontée et l'analyse des données, elles sont automatisées. Alors, par contre, le traitement des alertes requiert une action humaine, et ça, on a vu dans la présentation précédente que bah, ça pouvait être un peu fastidieux, et donc il faut que ce soit bien fait. Alors, une difficulté, comme l'a souligné Céline, c'est de maintenir l'implication des acteurs de la surveillance, parce que, bah, même si j'ai listé tout un tas d'émergences récentes, ça reste quand même des événements rares, quoi. Il y en a pas, on n'espère pas qu'il y en ait tous les ans. Et une question qui se pose, bah, c'est comment conserver l'implication des acteurs quand il ne se passe rien. Alors, bah, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que Céline a bien expliqué, mais une possibilité, c'est de produire des indicateurs supplémentaires qui sont d'intérêt pour les acteurs de la filière et qui sont complémentaires de la détection d'émergence. Donc, dans la présentation précédente, c'était des indicateurs de bien-être dans les élevages bovins. Et puis, donc là-dessus, bah, même avec une bonne spécificité, c'est-à-dire même s'il y a peu de faux positifs même si globalement il y a peu de faux positifs, il est probable que la plupart des alertes, ce sera des faux positifs, là, parce que le nombre d'événements à détecter, il est rare. Voilà. Et puis, ma dernière diapo, c'est sur la donnée comme bien commun. Et ça, je pense que c'est assez important. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de données qui sont collectées, donc auprès de milliers d'acteurs, et puis ces données, dans le cadre de la surveillance syndromique et puis dans le cadre scientifique plus général, elles ont une valeur pour la collectivité qui dépend du fait que ces acteurs ils les partagent, ces données. Et par contre, elles peuvent avoir une valeur marchande, alors qui est soit réelle, soit perçue, mais qui fait que ceux qui les détiennent, ils peuvent être réticents à partager ces données.
Et puis en plus, il y a des enjeux éthiques et juridiques donc, qui sont parfois flous, c'est-à-dire qu'on peut avoir peur de partager des données, des fois pour de bonnes raisons, des fois on ne sait pas trop pourquoi, mais je pense que c'est des choses qui sont quand même un petit peu à clarifier sur voilà, la valeur publique de ces données et puis euh, comment les partager de manière à ce que ce soit utile pour tout le monde sans euh, conséquences dommageables, quoi. Donc voilà, c'était ma dernière diapositive. Donc je vous remercie de votre attention et puis je serai content de répondre à vos questions. Alors, merci. Merci beaucoup Aurélien pour l'exposé qui a été très didactique, illustratif et complémentaire à celui de Céline. Christine, je te passe la parole si tu as des questions qui sont arrivées dans le fil des questions pour la présentation. Merci Christelle, merci Aurélien. Donc j'ai pour le moment pas de questions, donc je désespère pas qu'il y en ait, donc n'hésitez pas pour les questions qui émergeraient pendant cette phase de discussion. Tout à l'heure, du coup, je vais commencer à en poser une. Tout à l'heure, Céline parlait des difficultés, enfin du gros travail que peut représenter pour une plateforme d'épidémiosurveillance le travail de l'informatique. Là, dans le cadre des données analysées pour ce projet, donc les données d'insémination artificielle, les données de contrôle laitier, tu nous as dit qu'il y avait tous les bovins laitiers inséminés et tous les bovins laitiers au contrôle laitier. C'était quoi les difficultés en termes de gestion de données, en termes d'informatique? Enfin, est-ce que finalement, dans un processus de routine de surveillance, là, on a compris que c'était une étape de recherche, mais à quelles difficultés tu as été confronté en termes de gestion de base de données, gestion de données? C'est vrai qu'initialement, le volume de données, ça a été enfin, une difficulté où, par exemple, pour le contrôle laitier, on avait ma base de données initiale elle avait 220 millions de lignes ou un volume qui était difficilement gérable. Et donc, dans le cadre de ce qu'on a fait, on a trouvé un niveau d'agrégation qui nous permettait de faire tourner le dispositif tout en permettant de répondre aux questions. Après, les capacités de calcul informatique, elles se sont quand même beaucoup développées récemment et sans doute que si on refaisait ça maintenant, peut-être que on pourrait enfin, ouais, traiter ces données peut-être autrement sans agréger autant. Mais ouais, c'est toujours une question qui se pose en fait. D'accord, merci. Christelle, est-ce que tu as une question? Oui, j'en aurais une. Donc là, on a vu que les dispositifs de surveillance syndromique ont plutôt été utilisés dans le cadre de la filière bovine. Est-ce que vous savez si des dispositifs de ce type-là existent dans d'autres filières ou pourraient être déployés dans d'autres filières, s'il y a les moyens de le faire pour faire remonter de l'information de manière non spécifique? Alors, du coup, je connais beaucoup moins bien les autres filières. Et je pense que là-dedans, il faut toujours distinguer l'étape du projet de recherche, comme on l'a fait nous, où on peut tout explorer. Et puis l'étape opérationnelle, où, comme l'a bien souligné Céline, ça peut être beaucoup plus compliqué parce que il faut, euh, il faut gérer donc, des choses comme la propriété des données, qui veut les partager, est-ce que c'est centralisé ou pas. Et puis, voilà, donc, enfin, en fait, sur les autres espèces, je sais pas. Sur les bovins, donc, ouais, il faut distinguer les aspects opérationnels et de recherche. Et donc, comme le dit Céline, donc, ça existe en filière carnivore domestique en Angleterre où il y a des dispositifs d'enregistrement des syndromes en clinique vétérinaire. Et donc, les vétérinaires qui participent, à chaque consultation, en fait, ils renseignent un nombre d'informations qui permettent un suivi dans le temps de divers syndromes, quoi, et de leur émergence.
Mais après, donc, enfin, juste, donc, les obstacles à la mise en œuvre de ces dispositifs de surveillance syndromique, ils sont aussi organisationnels, quoi. C'est-à-dire, il faut les sous et puis réussir à coordonner les acteurs pour qu'ils travaillent ensemble à ça, avec la difficulté que ce qu'on recherche est souvent rare. Et donc, il faut trouver il faut trouver des motivations pour les acteurs à participer là-dedans, quoi. Il faut que chacun y voit son intérêt. Céline réagit en disant qu'en France, les professionnels de la filière volaille souhaiteraient en avoir aussi. Et sur le plan des équidés, en France, toujours, il y a Omar Équidé. Donc, il y a des applications dans d'autres filières. Et ouais, peut-être pour rebondir sur le commentaire d'Aurélien, c'est vrai qu'en filière bovine, on disposait, parce que les choses évoluent aussi, enfin, on dispose quand même d'une centralisation des données de performance, avec je pense, Aurélien, tu mentionnais une couverture sur les bovins laitiers, 85% des vaches laitières, ou des choses comme ça. Enfin, donc, une forte couverture à la fois en proportion des animaux et puis, je pense, en proportion du territoire aussi. C'est-à-dire qu'on a des données un petit peu sur tout le territoire de performance, ce qui est probablement pas le cas. Enfin, c'est pas centralisé de façon équivalente, je pense, dans les autres filières. Donc, il faut effectivement une volonté de centraliser les informations. Oui, là, je pense que c'est l'évaluation génétique qui réunissait tout le monde, où les données, elles étaient centralisées pour ça, et donc elles étaient dans un même endroit, et donc ça servait tout le monde, et donc il n'était pas trop compliqué de les récupérer. Alors, il y a une question de Céline. Est-ce qu'il est envisagé de valoriser les données d'abattoirs en surveillance syndromique? Alors, avec SI2A, Céline, il faudrait peut-être… SI2A, en fait, c'est la base de données nationale du ministère de l'Agriculture qui est en fonctionnement depuis 2010, qui collecte toutes les données d'abattoirs. Alors, depuis 2010, bovines, mais après, plus récemment, il y a aussi les données porcines. En fait, c'est les agents sur chaîne qui enregistrent toutes les lésions qu'ils voient. En fait, tout ce qui va apparaître dans un certificat de saisie. Donc, sur les bovins, il y a toutes les informations liées aux saisies des carcasses. Tout ce qui est saisie d'abat, ça n'a quand même pas encore renseigné totalement. Et en porcin, il y a plus de choses, quoi. Voilà. Il manque juste les infos en antémortem qui ne sont pas encore bien structurées, dont on pourrait faire des choses, mais c'est vraiment une base de données bien structurée. Voilà, c'est une manne d'infos. Moi, pendant ma thèse, j'avais investigué ça sur l'ancêtre qui s'appelait Nergal, qui était déployé que dans 10 abattoirs. Mais là, c'est dans les 200 abattoirs bovins de France et puis autant en porcin. Donc, je pense qu'il y a un vrai potentiel là d'intérêt de faire de la surveillance syndromique basée sur ces données-là. D'accord. Et je crois que personne ne s'est lancé dessus. Si jamais ça t'intéresse, j'avais fait une preuve de concept un peu sur certains aspects avec Nergal, mais là, avec SI2A, il y a vraiment un truc qui serait super à monter, quoi. Je crois qu'il y a encore des perspectives. Projet de recherche pour 20 ans. Oui. C'est une volonté commune de le faire. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, ça nécessite de regrouper beaucoup d'acteurs qui doivent trouver un intérêt mutuel et commun.